Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi la 7. Dès le 1er janvier 2024 prochain, une dizaine d'officiers des forces armées togolaises ayant atteint la limite d'âge partira à la retraite. Message publié par le chef de l'État, ce sujet fera objet de développement dans ce journal. Malgré les appels aux dons de sang, c'est toujours difficile au pays d'atteindre le quota annuel de poche fixé et le besoin se fait toujours sentir. Dans cette édition, vous verrez la situation telle qu'elle se présente. Les Nigériens ne comptent pas baisser les bras, au contraire, ils sont décidés quant au départ des soldats français présents sur leur territoire. Des milliers de personnes ont exprimé leur soutien aux poutistes hier à travers une manifestation, on en parle tout de suite. Et puis en Israël, l'expulsion d'un millier d'Érythréens vivant sur le territoire a été annoncée par le gouvernement. Mais pourquoi une telle décision? Restez avec nous, vous le saurez dans le développement. Bienvenue à tous. Conformément à un arrêté ministériel signé par le chef de l'État Faure Gnassingbé le mois dernier, 10 officiers des forces armées togolaises ayant atteint la limite d'âge sont admis à faire valoir leur droit à la retraite à partir du 1er janvier 2024 prochain. Bernard Canvi nous en dit un peu plus. À compter du 1er janvier 2024, une vague d'officiers des forces armées togolaises FAT partent à la retraite. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Armées dans un arrêté signé le 25 août dernier. En effet, cet arrêté autorise quelques 10 officiers des FAT à partir à la retraite. Parmi les futurs retraités de l'armée se trouvent 3 généraux. Il s'agit du général de brigade Adjitou Komlan, actuellement inspecteur général des forces armées togolaises, du général de brigade Dadja Manganaoué, ancien chef d'état-major général des FAT, et du général Yak Damhan, l'actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En parallèle, 7 autres officiers, dont 5 colonels, un capitaine et un lieutenant principalement issus de l'armée de terre, sont aussi invités à faire valoir leur droit à la retraite pour ancienneté à partir de l'année prochaine. Selon la note du ministère des Armées, dans la limite de leurs droits, un congé libéral de 90 jours leur est accordé, valable du 3 octobre au 31 décembre 2023, inclus délai de route, y compris avec solde de présence. Nous parlons également économie dans cette édition. Est-ce que le Togo peut-il relever le défi du nouveau projet d'évaluation des économies émergentes? La réponse est à trouver dans une concertation du ministère chargé de l'investissement de la cellule du climat des affaires et la communauté des affaires au Togo. Il s'est agi d'évaluer les différentes réformes opérées jusqu'à ce jour. Le Togo s'apprête à passer à l'évaluation du climat de ses affaires par le nouveau projet de la Banque mondiale Business Ready. Dans cette optique, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de l'Investissement, fait le point des réformes avec la communauté des affaires du pays. Cette communauté, composée d'avocats, d'architectes, de notaires et de déclarants en douane, entre autres, a échangé avec l'État et son aile marchande de la cellule du climat des affaires. Selon Rose Kayi-Mivedor, ministre chargée de la promotion de l'investissement, l'échange avec la communauté des affaires du Togo permettra de recenser les répercussions positives que les précédentes réformes ont eues sur les affaires au Togo, puis répertorier les difficultés qui jalonnent le parcours de l'investisseur au Togo. Et c'est par rapport aux difficultés que l'État pourra éventuellement identifier les prochaines réformes à faire pour renforcer l'attractivité de la destination Togo. Au premier trimestre de l'année 2023, le Togo a validé 4 nouveaux projets d'investissement d'une valeur de 19 milliards de francs CFA selon les précisions du ministère. En 2022, c'était 36 projets d'investissement que le pays avait validés, 18 projets du Code des investissements et 18 autres du statut de la zone franche. Le tout estimé à 150,2 milliards de francs CFA. Estimé à 75 000 poches de sang par an pour le pays, le besoin en sang se fait toujours sentir. Le Grand Lomé a besoin de 45 000 poches de sang et malgré les appels aux dons de sang, le fossé est loin d'être comblé.
Malgré les multiples appels aux dons de sang pour sauver des vies en danger, le manque de sang dans les centres de santé ne connaît pas d'amélioration. La situation est toujours alarmante. Selon les universités sociales du Togo, dans les centres de santé, de nombreux individus ont un besoin urgent de sang pour survivre, mais n'en trouvent pas. La multiplication des accidents de circulation augmente chaque jour le besoin en sang pour soulager les blessés. Selon les chiffres du Centre national de transfusion sanguine CNTS, un déficit annuel de 21 000 poches de sang est enregistré. Au Togo, le besoin en poches de sang est estimé à 75 000 poches de sang par an. Pour la zone du Grand Lomé, 45 000 poches de sang sont nécessaires pour sauver ceux qui en ont besoin. Cependant, sur les 75 000 poches de sang dont a besoin le pays par an, près de 70% de la commande est satisfait. En 2020, seulement 36 000 poches de sang avaient été collectées suite aux diverses mobilisations autour de la question de pénurie de sang. Il faut noter aussi que les opérations de don de sang ne connaissent pas assez d'engouement. Au moment où certains s'y prêtent volontiers, d'autres hésitent toujours. Ces derniers pensent que le don de sang aurait des effets secondaires sur leur santé. Quant aux parturientes, les hémorragies sont les premières causes de décès chez les femmes. Quant aux nouveau-nés, l'anémie est la première cause de décès chez les enfants atteints de paludisme et les drépanocytaires, rappellent les responsables sanitaires. Le pays revoit son plan national d'application de la Convention de Stockholm en vue de l'adapter aux nouvelles exigences suivant ses engagements environnementaux, réduire les conséquences des polluants organiques persistants sur la santé humaine et sur l'environnement. C'est l'idée derrière l'initiative. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, signée par le Togo en juillet 2004, a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement contre les incidences néfastes des polluants organiques persistants. Les parties prenantes interdisent ou prennent des mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour limiter ou éliminer la production, l'utilisation, l'importation, mais également l'exportation des substances chimiques indiquées par la Convention. Actualisée, elle prend en compte d'autres substances polluantes organiques persistantes, POPs, ajoutées aux annexes de la Convention au fil du temps par la Convention des parties COP. Parmi les nouvelles substances ajoutées, l'on peut citer les pesticides comme les aldrines, andrines, chloranes et bien d'autres. Contrairement aux autres polluants atmosphériques, les polluants organiques persistants correspondent à des molécules complexes qui ne sont pas définies à partir de leur nature chimique, mais sur la base de 4 priorités dont la toxicité, la persistance dans l'environnement, la bioaccumulation, la capacité de transport longue distance. Elles sont associées à une vaste gamme d'effets nuisibles tels que la dégradation du système immunitaire, l'altération de la reproduction et le développement des propriétés cancérigènes. En vue d'adapter sa politique actuelle aux avancées en matière de réglementation au niveau international, conformément aux mises à jour de la conférence des parties COP, le Togo actualise son plan national d'application de la Convention sur les polluants organiques persistants. Il est question de vérifier ou déterminer la présence des nouvelles substances indiquées par la Convention et de prendre des mesures vis-à-vis de ces dernières. Pour rappel, le Togo a élaboré son premier plan d'application en 2006. Ce dernier a été mis à jour la première fois en 2017. Et puis, sujet agriculture, la production des racines et tubercules notamment, l'igname, le manioc, la patate douce et le taro a connu une hausse par rapport aux chiffres de l'année dernière selon la direction de la statistique agricole. Promise Komebe, félicité Chapla. La production des racines et tubercules pour le compte de la campagne agricole 2022-2023 a connu une hausse de 2,05% selon les chiffres de la direction de la statistique agricole. De 2,19 millions de tonnes la saison dernière, elle passe à 2,23 millions de tonnes. Dans les détails, l'on note une hausse de 2,52% pour l'igname, 2,32% pour la patate douce, une progression de 1,69% pour le manioc et 1,40% pour le taro. Comparé à la moyenne des 5 dernières années, l'on constate une augmentation de 9,52% de la production totale des racines et tubercules à la campagne 2022-2023.
Une hausse moyenne également constatée au niveau des différentes régions du pays. La filière ne reste pas pourtant à l'abri des contraintes. L'on peut parmi les multiples difficultés citer la faible disponibilité des semences, la faible mécanisation, la faible maîtrise des techniques de conservation et de transformation des produits et pour finir, la faible structuration des acteurs de la filière. En vue de créer une filière structurée et compétitive devenant d'ici 2028 l'un des piliers de la croissance économique, la création de richesses, d'emplois et la réduction de la pauvreté, améliorant les conditions de vie des populations, un plan d'action quinquennal d'une valeur de 2,3 milliards de francs CFA a été élaboré sur la période 2024-2028. Actualité au Niger, la junte militaire au pouvoir semble décidée en ce qui concerne le départ des soldats français de leur territoire. Samedi, des milliers de personnes sont descendues dans la rue de la capitale Niamey, mais aussi de Oualam, pour exprimer leur soutien à cette décision de la junte armée française. Allez-vous-en de chez nous, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Samedi à Niamey, ils étaient des milliers à s'être rassemblés pour réclamer le départ des 1500 soldats français présents dans le pays. Une manifestation pacifique devant cette base militaire nigérienne dans laquelle se trouve une partie des soldats français. Nous sommes ici pour exprimer notre détermination, notre engagement et notre dévotion à faire partir la force militaire française et toutes les bases militaires qui siègent sur notre territoire national. Une autre manifestation a eu lieu à Oualam, dans le sud du pays, devant une base militaire où cohabitent des soldats nigériens et français. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, les relations diplomatiques sont tendues entre Niamey et Paris. Les autorités nigérianes dénoncent les accords militaires bilatéraux passés avec la France. Le Niger a par ailleurs retiré l'immunité et le visa diplomatique de l'ambassadeur de France et exigé son expulsion. Ce que Paris refuse, considérant que les militaires au pouvoir sont illégitimes. Nous partons pour la Libye où les habitants de Tripoli, la capitale libyenne, viennent de passer l'été sans la série de coupures d'électricité habituelle face à laquelle ils sont confrontés depuis des années déjà. Un exploit tout aussi important et bénéfique tant pour les opérateurs économiques que pour les ménages. Reportage. Dans cette boulangerie bien éclairée, située dans un quartier de Tripoli, les clients peuvent acheter des glaces sans problème, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. La capitale libyenne a passé un été sans coupure d'électricité, mais jusqu'à l'année dernière, les coupures pouvaient durer 20 heures d'affilée. Une situation intenable pour les commerçants comme les bouchers, pâtissiers ou glaciers qui avaient du mal à respecter la chaîne du froid. Si le réseau électrique est stable, les services seront certainement excellents. Il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour les générateurs ou les services de production et les prix resteront stables. Par conséquent, les résultats économiques sont fortement influencés par la stabilité de la compagnie d'électricité. Pour préserver le réseau, la compagnie nationale d'électricité GECOL avait recours ces 10 dernières années à des délestages pendant des pics de consommation en hiver et l'été. Depuis, grâce notamment à un changement à la direction de l'entreprise publique, l'approvisionnement en électricité s'est nettement amélioré. Par le passé, nous avons beaucoup souffert des coupures d'électricité, car on ne pouvait pas vendre aux clients de la viande avariée. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Les clients achètent de la viande fraîche et propre, et il y a toujours de la climatisation. Il y a une amélioration significative et claire du réseau électrique par rapport aux années précédentes. Cependant, il y a encore des problèmes liés au renforcement du système électrique parmi d'autres choses mineures. Mais Dieu merci, il y a une réelle amélioration par rapport aux années précédentes. Les tarifs de l'électricité en Libye sont parmi les plus bas de la région, avec 0,01 centime d'euro le kilowatt par heure pour les particuliers. Puis, tout autre sujet, Azali Assoumani, le président comorien actuellement à la tête de l'Union africaine, est revenu sur la nécessité de la mise en place d'une grande zone commerciale africaine dépourvue des droits de douane sur le continent. Une vision pour laquelle il s'engage à travailler ardemment. Voici un extrait de ses propos pour vous.
Accélérer la construction d'une grande zone commerciale africaine, débarrassée notamment des droits de douane, c'est ce à quoi s'engage le président comorien Azali Assoumani, qui assure cette année la présidence de l'Union africaine. Depuis son entrée en vigueur en 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est encore loin de ses objectifs. Cette année, j'ai été investi avec la mission d'accélérer la zone de libre-échange continental africain. C'est quand même une très belle aubaine. Donc cette ZECAF va aider beaucoup. L'Afrique va aider aussi les autres pays. Donc c'est à nous, au Comores par exemple, de créer les bonnes conditions pour qu'ils puissent investir, mais à partir d'investissements là-bas, ils peuvent vendre à Madagascar, en Tanzanie. Donc c'est une concurrence positive qui va être donnée dans ce cadre de zone de libre-échange continental africain. Et c'est quand même important. Avec des droits de douane élevés, des tracasseries administratives et un manque d'harmonisation fiscale, les échanges entre pays africains restent compliqués. Selon une étude de l'Union africaine datant de 2014, expédier par exemple un véhicule du Japon vers la Côte d'Ivoire coûterait 3 fois moins cher que d'expédier ce même véhicule de la Côte d'Ivoire vers l'Éthiopie. Nous partons pour l'Israël où le gouvernement du pays a annoncé l'expulsion prochaine d'un millier d'Érythréens vivant sur le territoire israélien. Une décision prise à la suite des affrontements qui ont eu lieu samedi à Tel Aviv, faisant des dizaines de blessés, même dans les rangs des policiers israéliens et auxquels ont pris part des Érythréens. Retour sur les faits. Après les affrontements qui ont eu lieu samedi entre la police israélienne et des demandeurs d'asile érythréens, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche que son pays envisage d'expulser 1 millier d'Érythréens ayant pris part aux violences. La police israélienne a tiré sur les manifestants et arrêté une trentaine de personnes. Au total, ces affrontements ont fait plus d'une centaine de blessés. Ce qui s'est passé hier a franchi une ligne rouge. C'est une émeute, un bain de sang. Ce sont des troubles que nous ne pouvons pas accepter. C'est pourquoi la première chose que je fais est de souhaiter un bon rétablissement aux policiers qui ont été blessés en tentant de rétablir l'ordre. Nous demandons des mesures fortes contre les émeutiers, y compris l'expulsion immédiate de ceux qui ont participé à ces violences. En dehors des affrontements avec la police, des heurts entre partisans et opposants au régime érythréen ont également eu lieu dans un quartier de Tel Aviv. J'ai du mal à comprendre pourquoi nous aurions un problème avec ceux qui se déclarent partisans du régime érythréen et qui ne peuvent donc certainement pas prétendre être des réfugiés. Je demande également que ce forum prépare un plan complet et actualisé pour l'expulsion de toutes les autres personnes illégalement infiltrées dans l'État d'Israël. Et c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Selon des statistiques récentes, près de 18 000 demandeurs d'asile érythréens se trouvent en Israël. Ils ont quitté leur pays qui, depuis son indépendance en 1993, est dirigé par le président Isaias Afwerki. Et puis nous clôturons avec celle-là, elle parle cinéma aux États-Unis, le 3e et dernier volet du film Equalizer, sorti pour la première fois en 2014 et désormais disponible. Antoine Fuqua, le réalisateur du film, a pris le soin d'expliquer la particularité de cette nouvelle sortie. Le compte rendu dans le reportage qui suit. Pour le 3e et dernier volet du film Equalizer, l'acteur américain Denzel Washington, qui joue le rôle d'un ancien agent de la CIA, est confronté à la mafia italienne, la Camorra. Pour le réalisateur Antoine Fuqua, il s'agissait de refermer cette franchise, sortie pour la première fois en 2014, sur une note forte. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par la Camorra. Il s'agit d'un groupe unique qui n'a rien à voir avec ce que l'on a vu dans le film Le Parrain. Ils sont plus sauvages, plus jeunes, plus vicieux même. Je sais que beaucoup d'Italiens diraient qu'ils sont plus barbares que les autres. Vous savez, je pense que les gens veulent toujours voir l'Italie comme un pays ancien avec sa beauté et son art. Et ils oublient que sous cette beauté, il y a cette autre chose qui en fait tout autant partie. Et cette mafia change constamment avec le temps, avec les gens avec qui les mafieux font des affaires et avec la façon dont ils se conduisent. Cela me fascine beaucoup. Je pense que cela fait tout simplement partie de l'Italie. Antoine Fuqua explique par ailleurs que le plus grand défi pendant le tournage du film a été de s'adapter à la culture italienne.
Le plus grand défi a été de tourner dans une petite ville de pêcheurs. Il n'y a aucune infrastructure pour les films et vous devez vous adapter à leur rythme. Par exemple, vous ne pouvez pas dire à une vieille dame qu'elle doit se déplacer parce qu'elle est dans le champ de la caméra. Vous devez donc l'inclure dans le plan. Il fallait donc ralentir, respecter la culture, respecter la langue et trouver un rythme commun pour tout le monde. Mais pour moi, le plus grand défi, ça a vraiment été de m'adapter à la culture. Le réalisateur doit assurer seul la promotion du film suite à une grève des acteurs et scénaristes à Hollywood, un mouvement historique qui vise à obtenir une meilleure rémunération et à encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée et bon début de semaine par anticipation.